Pensez-y une seconde. Chaque instant, à l'intérieur de notre corps, il se passe des millions et des millions de réactions chimiques. Transformer un repas en énergie, copier notre ADN, tout ça. Et non, ce n'est pas de la magie. C'est le boulot d'artisans microscopiques, les enzymes. Sans eux, ces mêmes réactions, elles prendraient des années. Autant dire que la vie, telle qu'on la connaît, serait juste impossible. Alors, au programme aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi la vie a besoin d'un petit coup de pouce. Ensuite, on va découvrir comment les enzymes lui donnent ce coup de pouce, comment tout ça est contrôlé, et pour finir, on verra où elles se cachent dans notre quotidien. C'est parti! Ok, alors on plonge direct dans le vif du sujet. Pour qu'une réaction chimique se produise, n'importe laquelle, même une qui devrait être facile, il faut d'abord fournir un effort. C'est un peu l'image du rocher qu'il faut pousser tout en haut d'une colline pour qu'il puisse ensuite la dévaler tout seul. En biologie, cette colline, c'est un vrai obstacle. Donc, la question qui se pose, c'est si chaque réaction vitale est si difficile à démarrer, comment notre corps fait-il pour en réaliser des milliards, mais vraiment des milliards, en un clin d'œil? Il y a un secret, bien sûr, une solution super élégante que la nature a trouvée. Alors voilà, visualisons un peu ce problème. Pour transformer des molécules A en molécules B, il faut absolument grimper cette fameuse colline d'énergie. On appelle ça l'énergie d'activation. C'est cette bosse-là qui bloque tout. Sans un petit coup de main pour la passer, les réactions essentielles à la vie seraient tellement, mais tellement lentes que la vie tout simplement n'existerait pas. Et c'est là qu'intervient la solution. Les enzymes, ce sont nos catalyseurs biologiques. Leur mission, si elles l'acceptent, c'est de raboter le sommet de cette colline énergétique. Le résultat, le passage se fait des milliers, voire des millions de fois plus vite. C'est juste énorme. Alors concrètement, une enzyme, c'est quoi? C'est un accélérateur moléculaire, tout simplement. Elle prend une réaction, elle lui donne un bon coup de boost et hop, elle en ressort complètement intacte, prête à recommencer le même travail des milliers de fois. C'est l'employé du mois à chaque seconde. Regardons ça d'un peu plus près. Chaque enzyme a une forme bien particulière, avec une sorte de creux sur mesure. C'est ce qu'on appelle le site actif. Et ce site, il est conçu pour accueillir une seule et unique molécule, le substrat. C'est vraiment l'image parfaite de la clé et de la serrure. Cette spécificité, c'est ça qui fait toute leur efficacité. Zéro erreur possible. Donc, si on résume leur super pouvoir, ça donne quoi? Premièrement, elles sont ultra spécifiques, on l'a dit. Une clé pour une serrure. Deuxièmement, elles sont réutilisables, quasiment à l'infini. Troisièmement, elles sont incroyablement rapides. Et enfin, et ça c'est vraiment le point crucial, leur activité peut être contrôlée. La cellule peut décider d'appuyer sur l'accélérateur ou sur le frein à n'importe quel moment. Bon, maintenant qu'on a vu les bases, voyons comment ça marche en pratique. Le mécanisme. Comment une enzyme attrape une molécule et la transforme. C'est un cycle super bien rodé, en 4 étapes. Une vraie chorégraphie moléculaire. Alors, étape 1, le substrat vient se loger dans le site actif. C'est la rencontre. Étape 2, il forme ce qu'on appelle un complexe enzyme-substrat, une liaison temporaire. Étape 3, c'est là que ça se passe. L'enzyme travaille sur le substrat et le transforme. Et étape 4, les produits sont libérés et l'enzyme, elle, est comme neuve, prête pour le client suivant. Et ce cycle, il se répète à une vitesse hallucinante. Parce que, oui, accélérer les réactions, c'est super, mais les contrôler, c'est absolument essentiel. Imaginez si toutes les enzymes dans une cellule tournaient à plein régime, tout le temps. Ce serait un chaos total. Il faut donc des systèmes de régulation, des freins et des accélérateurs pour gérer tout ça finement. Pour freiner une enzyme, il y a principalement 2 stratégies. La première, c'est l'inhibition compétitive. C'est simple. Une autre molécule qui ressemble beaucoup au vrai substrat vient lui piquer la place dans le site actif. C'est une compétition directe, une course pour la même chaise. L'autre stratégie, c'est l'inhibition non compétitive. Là, c'est plus malin. L'inhibiteur se fixe ailleurs sur l'enzyme, pas sur le site actif. Mais en se fixant, il déforme l'enzyme. Et le site actif n'a plus la bonne forme. La clé ne rentre plus dans la serrure. Ok, ce genre de graphique, ça peut faire un peu peur, je sais. Mais l'idée derrière est assez simple. Regardez bien. Toutes les droites se croisent au même point sur l'axe vertical. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même avec un inhibiteur compétitif dans les parages, l'enzyme peut toujours atteindre sa vitesse maximale. La Vmax ne change pas. Mais, il y a un mais. Pour y arriver, il faut littéralement inonder le milieu avec le vrai substrat pour qu'il gagne la compétition par le nombre. En gros, l'inhibiteur ne casse pas l'enzyme. Il la ralentit juste en l'occupant pour rien. Mais attention, la régulation, ce ne sont pas que des freins, ça peut être bien plus subtil. Certaines enzymes ont une sorte d'interrupteur. Un deuxième site, loin du site actif, c'est ce qu'on appelle la régulation allostérique. D'autres molécules peuvent venir se fixer sur cet interrupteur pour soit activer l'enzyme, la mettre sur on, soit l'inhiber, la mettre sur off.
C'est le véritable thermostat de la cellule. Ça permet un ajustement super précis de l'activité en temps réel. Un exemple très concret de ça, la gestion de notre énergie. Disons qu'on vient de manger. Le taux de sucre augmente. L'hormone insuline est alors libérée et envoie un signal dans tout le corps. Et ce signal, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va activer ou désactiver toute une série d'enzymes clés. Celles qui, par exemple, décident si on doit brûler ce sucre tout de suite pour avoir de l'énergie ou si on doit le stocker pour plus tard. C'est une véritable tour de contrôle qui orchestre tout notre métabolisme. Bon, tout ça, ce n'est pas juste de la théorie de labo, loin de là. Cette connaissance des enzymes, elle a des applications super concrètes qui font partie de notre quotidien. Souvent, on ne s'en rend même pas compte. Par exemple, en médecine, quand on fait une prise de sang, on mesure souvent le taux de certaines enzymes du foie, comme les alates ou asates. Si ce taux est trop élevé, c'est un signal d'alerte, il y a peut-être un souci au niveau du foie. Dans l'industrie alimentaire, on utilise une enzyme, la lactase, pour fabriquer du lait sans lactose. Et dans nos lessives, elles sont bourrées d'enzymes comme les protéases et les lipases qui vont littéralement découper et décoller les taches de gras ou de sang. D'ailleurs, énormément de médicaments qu'on connaît bien agissent en ciblant des enzymes. L'aspirine, par exemple, elle fait quoi? Elle bloque une enzyme, la cyclooxygénase, qui est responsable de l'inflammation et de la douleur. Les antibiotiques, comme la pénicilline, ils s'attaquent à des enzymes vitales pour les bactéries, les empêchant de construire leurs parois. C'est une stratégie thérapeutique hyper puissante. Au final, on en revient toujours à cette idée fondamentale. Les enzymes ne sont pas juste des petits plus, elles sont la condition sine qua non de la vie telle qu'on la connaît. Une vie complexe, rapide, capable de s'adapter. Ce sont elles, le moteur qui fait tourner l'incroyable machine du vivant. Alors, la question pour le futur, c'est quoi? C'est le génie enzymatique. Maintenant qu'on comprend comment elles fonctionnent, qu'on sait les inhiber, est-ce qu'on pourrait demain créer des enzymes sur mesure? Des enzymes capables de dégrader la pollution plastique dans les océans, par exemple, ou de réparer des défauts génétiques, ou de créer des biocarburants. La question reste ouverte et franchement, les possibilités sont vertigineuses.